commun, l'histoire, dont ils se sont emparés avec grâce pour nous offrir des romans élégants, touchants, sublimes, mais également une passion pour le rock. Je crois, si je ne me trompe pas, vous avez oui, écrit, dans les voilà. romans, mais... Vous n'avez pas écrit pour un groupe Ah oui, j'ai participé à un groupe, j'étais voilà, dans un groupe. voilà, c'est ça. Dans Par amour, Valérie Tongkong rédige le journal intime d'une famille sous l'occupation. Un roman puissant, bouleversant. Un roman qui est sélectionné dans plusieurs prix. Après un premier roman coécrit avec Éric Bonargent, c'est ça ? Le roman de Bolagno, Gilles Marchand nous offre un premier roman en solo qui s'appelle Une bouche sans personne, l'histoire d'un homme avec une écharpe, l'histoire d'une famille brisée par l'histoire et l'histoire d'un grand-père qui va choisir l'imaginaire, la poésie, afin d'oublier la folie des hommes. Alors, première question pour tous les deux, la genèse de vos romans est-elle familiale ? Oui, en fait, c'est pas une question, c'est une affirmation. Oui, enfin, la jeunesse, c'est vrai que pour moi, ce roman est tout à fait lié à ma famille, même si ce n'est pas l'histoire de ma famille du tout, mais c'est parce que ma famille maternelle est originaire du Havre et de Normandie, et que j'ai découvert, grâce à cette famille, que cette ville avait traversé la Seconde Guerre mondiale dans un chaos qui défie vraiment l'entendement et que le sort de cette ville avait finalement été très très peu connu parce que bon, beaucoup de gens savent qu'elle a été rasée à 85% à la fin de la guerre en quelques heures, mais d'une part, aussi étonnant que ça puisse paraître, peu de gens savent que c'est par les Anglais. Aujourd'hui, ça s'est dilué dans les mémoires. Quand on demande aux gens dans la rue ou aux jeunes générations, on n'arrive pas à se figurer que nos alliés puissent avoir rasé une ville alliée. Eh bien, c'est le cas. Et puis, il y a aussi... donc ça a été le point d'orgue de 4 années absolument terribles qu'ont vécu ces gens entre l'étau, pris dans cet étau entre l'occupation allemande qui était extrêmement dure, très, très âpre, très rude, et ces Anglais, ces bombardements permanents qui ont fait énormément de victimes et de dégâts tout au long de la guerre. Donc c'était quotidien, donc c'était une situation quotidienne extrêmement, extrêmement lourde. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est la question des enfants. En fait, les enfants, tous les enfants du Havre ont été évacués à un moment au moins, puisqu'il y a eu un moment où, par ordre allemand, tous les enfants ont été sortis de la ville quand le danger est devenu, selon les Allemands, très 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 important. Mais tout le restant de la guerre, ça a duré quelques mois, tout le restant de la guerre, les enfants ont été amenés à être évacués de différentes manières, à différents moments, dans des camps scolaires, dans des familles, enfin bon, il y a eu pas mal de choses. Alors ça, c'est assez connu malgré tout, c'est-à-dire que ça s'est produit dans pas mal de villes, notamment sur toute la côte, et jusqu'à assez bas dans le sud. Mais ce qu'on ne sait pas, et ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que parmi ces enfants, des centaines et des centaines d'entre eux, enfin plus d'un millier au Havre, ont été envoyés en Algérie, au terme d'un voyage extrêmement périlleux. Et ce qu'on sait encore moins, ce qu'on imagine encore moins, c'est qu'ils étaient partis pour quelques mois. Alors certains ont pu revenir, mais pour beaucoup d'autres, la vie a basculé lorsque les Alliés, encore eux, ont débarqué en novembre 1942 en Afrique du Nord, que toutes les communications ont été rompues entre l'Afrique du Nord et l'Europe, et que du coup ces enfants ont dû rester là-bas jusqu'à la fin de la guerre. Des enfants qui pour les plus petits avaient 4-5 ans, donc c'était vraiment des destins qui ont été bouleversés. Donc ça c'est la jeunesse familiale, parce que c'est par ma famille que véritablement j'ai découvert ça, même si ma mère n'a pas été évacuée en Algérie, elle a été évacuée seulement, si je puis dire, dans l'arrière-pays du Havre. Mais c'est parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de non-dits,
pas de secret au sens, il cachait pas, il n'en parlait pas, c'était différent, c'était trop difficile d'en parler. Donc il y avait des silences, et ces silences-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait les creuser. Il y avait cette façon d'organiser sa vie autour du courage, du sacrifice, en fait, de notions extrêmement fortes. Et donc, voilà, c'est vraiment parce que j'ai observé mes grands-parents et ma mère qu'en effet, à un moment donné, j'ai mis le nez dans cette histoire et j'ai développé ce thème. Alors, non, alors oui, donc moi aussi je me suis servi d'un personnage. Moi, je suis parti de l'histoire de mon grand-père, dont j'ai voulu faire un personnage de roman, mais alors, à la différence de Valérie, moi, ce que je voulais faire, c'est raconter comment, 40 ans après, comment est-ce qu'on pouvait avoir digéré, dans la mesure du possible, un événement et une tragédie historique. Donc moi, tout mon travail, ça a été de faire de ce personnage, de mon grand-père, un personnage de roman. Et je me suis rendu compte, en fait, en écrivant, que pour le comprendre, il fallait que je raconte ce qui lui est arrivé. Et moi, en tant qu'écrivain, je n'avais pas envie de raconter ça. Donc je me suis servi, j'ai inventé un narrateur qui raconte, lui, ce qui est arrivé à son grand-père. Donc, moi, c'est difficile de le resituer par rapport à l'histoire dans la mesure où on sait ce qui leur est arrivé vraiment à la fin du livre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un lien avec la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter 40 ans après comment est-ce qu'une personne qui avait vécu une tragédie pouvait avoir vécu, dans quelle mesure ça c'était lié à son identité, dans quelle mesure elle se définissait par rapport à cet événement fondateur. Combien de temps a nécessité l'écriture de vos romans? Pour moi, c'est une question, ce n'est pas facile d'y répondre parce qu'il y a eu un gros travail de recherche qui a duré très très longtemps. Après, une fois que ce travail de recherche a été fait, je ne sais pas, bon, je dirais 2 à 3 ans, mais par contre, j'étais vraiment, il faut savoir qu'il y a des années différentes. On ne peut pas comptabiliser le temps, il y a des là, c'était très intense, c'est-à-dire que c'est un sujet dans lequel, quand on entre dedans, c'est l'immersion, on ne peut pas faire autrement. Donc j'étais vraiment immergée en permanence dans mon sujet. Il n'y avait plus grand-chose qui existait. Bon, si, bien sûr, il y avait la vie à côté, mais enfin, voilà, j'étais tellement consacrée, j'y pensais tout le temps, j'y travaillais tout le temps, donc c'est peut-être 2 ou 3 ans qui en valent 4 ou 5, je ne sais pas, mais voilà. Oui, pareil, c'est très compliqué. Moi, j'ai écrit la première version de ce livre en 2008-2009. Après, il est resté dans un tiroir pendant plusieurs années. Je l'ai ressorti, je l'ai retravaillé pendant à peu près 1 an. Donc, au final, c'est peut-être 2 ans d'écriture. Enfin, c'est pas du plein temps. Et puis, je sais pas comment tu fais, mais enfin, moi, j'y pense beaucoup. J'ai des scènes qui sont vraiment moi avant que je me mette sur mon ordinateur. Donc est-ce qu'il faut que je comptabilise le temps de concentration et d'ailleurs sur mon prochain roman, c'est assez amusant parce que il y a une scène qui pour moi était très importante, enfin pour le roman était très importante. Et du coup j'ai réfléchi et je l'ai écrit 2 fois sans m'en rendre compte. Parce que j'y pensais, parce que je savais qu'elle était importante et je l'ai écrit 2 fois et puis en mettant mes notes au propre, en remettant tous les petits bouts les uns à côté des autres, je me suis rendu compte que je l'avais écrit 2 fois. Donc, 2 versions un petit peu différentes. Alors elles sont quoi? Ça raconte la même chose, les enjeux sont les mêmes, mais il y a quelques variantes. Donc du coup je les ai rassemblées. Donc tu as fait le 3e avec c'est ça, de ces 2 versions, en fait j'ai fait comme un puzzle et je les ai rassemblées. Une journée d'écriture, est-ce que c'est un lieu particulier, une musique que vous écoutez, une musique qui revient, des horaires particuliers? Alors, chez moi, c'est très variable. Enfin, il y a quand même un point central, c'est que j'ai besoin de solitude. Donc, je ne peux pas écrire dans un café, ou je ne peux pas écrire, j'ai besoin d'être seule. Après, les horaires, en fait, je suis mère de famille nombreuse. Même s'ils commencent à grandir, il y en a qui sont très grands là-dedans. Au début, on s'impose des horaires où on en impose aux autres, mais après 4 enfants, c'est les horaires qui s'imposent à vous. Donc, on fait ce qu'on peut.
Et puis après la musique, c'est très variable aussi parce qu'il y a des moments où c'est pour moi le silence est vraiment nécessaire et d'autres où il y a une forme de bande-son. Alors dans ce roman, il y en avait souvent parce qu'il y a un des personnages, Muguette, qui est une jeune femme qui ne pense, en tout cas avant que la guerre ne s'abatte violemment sur elle, hein, ne pense qu'à chanter, danser. C'est un enfant de l'entre-deux-guerres, c'est un enfant de la joie. Et donc elle a sans cesse les chansons qu'on écoute à l'époque ou qui passent à la radio à l'époque. Et donc elle a ça en tête tout le temps. Donc moi aussi j'ai eu ça en tête. Je les ai écoutées beaucoup, ces chansons. Oui, il y avait ça. Moi j'ai pas tellement j'ai pas d'horaire, pas de lieu d'écriture précis. Je crois que c'est Stendhal qui disait une page par jour, génie ou pas. Et pour le coup, j'essaie de tous les jours écrire. Donc ça peut être pendant ma pause déjeuner, ou le soir, enfin en général c'est plutôt le soir ou la nuit, justement quand les enfants sont couchés, ou le week-end. Mais sinon, j'ai pas de plage d'écriture particulière. Quant à la musique, j'écris. Alors moi, j'écris pas en musique, mais c'est vrai que après j'en écoute beaucoup. Et dans ce roman-là, il y a un album des Beatles qui est très important, c'est le Double Blanc, parce que les personnages du roman sont fans de cet album, enfin sont fans surtout du premier, il y a 2 disques, c'est du premier disque et surtout du 7e morceau du premier disque. Donc voilà, c'est un album que j'ai écouté, mais que j'écoute depuis que je suis petit, donc je ne l'ai pas écouté plus particulièrement à ce moment-là. Vos 2 livres parlent de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez que le rôle d'un auteur, justement, c'est d'entretenir le devoir de mémoire et de continuer à parler de cette période si cruelle? C'est un des rôles des auteurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... La littérature remplit beaucoup de rôles et de fonctions. Et un des rôles, c'est d'être un témoin de la société et de la vie et de l'évolution de nous, êtres humains, dans nos parcours. Et à ce titre, oui, il y a un rôle. Enfin, moi, pour ce livre-là, en tout cas, je dois dire que j'ai pensé que j'avais un devoir de mémoire, un devoir d'hommage à ces générations dont nous sommes les enfants, à tout point de vue, intérieurement et pas seulement physiquement. Et c'est des générations qui se sont tues. Ce sont des choses, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, parce qu'à l'époque, parce qu'on est sorti de cette guerre victorieux, mais en l'ayant perdu. C'est-à-dire que nous, les Français, on avait plié le genou. Donc, à un moment donné, on a accepté aussi les règles. Et les règles, c'est les Alliés sont venus à notre secours. Et donc, il y avait ça d'un côté, il y avait ces Alliés qu'il fallait respecter pour effectivement ce qu'ils ont fait, parce qu'en effet, ils ont sauvé la France. Et puis, il y avait aussi cette tragédie terrible de la Shoah, dont la conscience a vraiment éclaté vers la fin de la guerre, en fait, pour beaucoup de gens. C'était impossible de parler, de soulever un certain nombre de points, de choses d'événements qui se sont déroulés pendant la guerre, et là je pense que c'est le cas aussi pour le livre de Gilles. Il y avait une forme de tabou, c'est-à-dire que c'est cette fameuse échelle des malheurs, c'était trop énorme. Tout ça, c'était des sujets trop importants, trop énormes, il y avait trop de gens qui étaient concernés, que ce soit pour la barbarie nazie ou que ce soit pour la question des Alliés. On ne pouvait pas, on n'arrivait pas à parler de ce que nous, on avait vécu dans nos vies, dans nos villes, dans nos familles. C'était pas possible. Et donc je crois que oui, il y a un devoir de mémoire et d'hommage, les deux à la fois. Je crois qu'il y a des centaines de milliers d'âmes, enfin des millions, on peut dire, d'âmes qui aujourd'hui ont besoin d'être. La mémoire a besoin d'être cultivée. La mort, la victoire de la mort, c'est quand la mémoire s'éteint. On a besoin de ça et surtout on a besoin d'en tirer des leçons. Parce que justement ces leçons, elles n'ont pas pu être tirées à l'époque. Maintenant, on est dans des zones en plus très très vulnérables, très fragiles. On est quand même aux portes de conflits qui nous occupent tous. On a des questions à nouveau qui se posent sur les réfugiés, on a des questions qui se posent sur les dégâts collatéraux des civils, on a des questions qui se posent sur la guerre tout simplement. Et en fait, ces questions, elles ont déjà été posées. Et il y a eu des éléments de réponse, mais c'est comme si ces éléments de réponse-là,
on n'en avait plus parlé en fait. Et donc nous revoilà, nous maintenant, comme si on partait de rien et qu'on devait réfléchir, mais sans tout ça. Alors, ouais, moi je crois qu'il y a, pour toutes ces raisons-là, il y a ce devoir-là. Alors, c'est pas le devoir des écrivains, c'est le devoir de la littérature, c'est un des devoirs de la littérature, et il faut que ce soit le bon moment pour le bon auteur, voilà. Ouais, du coup, j'ai pas grand-chose à ajouter. Mais, enfin, si ce n'est que tu as utilisé un mot qui est un mot important, c'est le mot hommage. Plus que le mot devoir, ou alors le devoir de rendre hommage à certaines personnes. C'est vrai qu'il y a des vies qui ont été tellement intenses qu'on a envie de rendre hommage à des gens qui ont été un petit peu oubliés. Moi, l'histoire dont je parle, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient oublié, parce qu'elle ne faisait plus partie de la mémoire collective. Alors, je ne l'ai pas fait comme une piqûre de rappel, je ne l'ai pas du tout écrit pour faire une piqûre de rappel, mais j'ai été très surpris en me rendant compte que cette histoire était oubliée par beaucoup de gens. Alors, les jeunes, énormément, mais parce qu'ils n'ont pas eu leurs grands-parents n'ont pas nécessairement connu, etc. Ça ne fait pas partie de leur culture familiale. Mais j'ai été également surpris de voir que certains adultes ne connaissaient pas cette histoire, ou la confondaient avec d'autres histoires assez proches. Alors après les auteurs, quelle lectrice et quel lecteur êtes-vous? Alors à l'origine, une très très grande lectrice. J'ai lu énormément dès que j'ai été petite. C'était vraiment ma façon à la fois de m'évader de ma vie, de me confronter à d'autres choses, et puis surtout, je pense, d'ouvrir un dialogue avec moi-même, parce que ce dialogue-là, j'arrivais peut-être pas à l'avoir forcément dans ma propre famille, même si j'avais justement... Les livres sont finalement arrivés par ma famille, parce que je parlais de cette famille maternelle, ouvrière. C'est ma grand-mère qui m'a transmis l'amour des livres. Ma grand-mère, il n'y avait pratiquement pas d'argent chez eux, mais elle épargnait, elle adorait lire, elle épargnait, et elle consacrait une partie de son budget à acheter ses collections bon marché, comme vous avez peut-être connu, pour certains ça n'existe plus maintenant, mais des livres qui imitaient un peu les beaux livres, mais en fait qui coûtaient beaucoup moins cher et qu'elle recouvrait soigneusement pour ne pas les abîmer, et elle m'a transmis ça. Donc très tôt j'ai lu énormément. Je pense que je fais partie de ces enfants qui ont lu quand même assez jeunes des auteurs dits classiques, parce que justement ma grand-mère, elle achetait surtout les grands classiques. Et puis après, bon, adolescente, la littérature m'a vraiment inspirée, m'a portée, m'a consolée, m'a ouvert l'esprit. Donc ça a été une révélation vraiment pour moi. Et de là, j'ai lu de plus en plus, alors jusqu'à ce que finalement je publie. Alors pas tout de suite, mais en fait quand j'ai commencé à avoir plus de succès, j'ai eu de moins en moins de temps et surtout de moins en moins de latitude pour lire. Alors je lis toujours beaucoup quand même par rapport, j'imagine, à la moyenne des gens, mais je lis beaucoup moins, et puis surtout je lis pas toujours ce que j'aimerais lire en premier, parce que je lis aussi des gens qui sortent. Alors je lis par exemple le livre de Gilles, je l'ai lu parce qu'on m'en a parlé. C'est vrai que je ne le connaissais pas, mais ça c'est le bon côté, parce que c'est la bonne surprise, parce que j'ai adoré son livre et je le recommande. Il est génial. Donc, non, j'ai adoré, et allez-y les yeux fermés. Mais parfois, il y a d'autres moments où on sait qu'on va croiser des auteurs, où il y a des lectures qu'on doit faire pour un certain nombre de raisons qui nous échappent. Il y a aussi la fameuse documentation. Alors, bon, là, pour ce livre-là, j'ai énormément lu pendant 3 ans, mais je n'ai lu que des documents sur cette période-là. Donc voilà, on lit finalement, enfin moi en tout cas, je dirais que maintenant, dans l'année, je vais avoir 10-15 lectures qui sont des vraies lectures plaisir. Et là-dedans, j'inclus ceux que j'ai rencontrés par hasard, comme Gilles, ou ceux que j'ai choisis parce que je les suis déjà, je les connais déjà. Mais sinon, bon, puis j'en ai un petit peu plus, mais c'est fini, c'est plus la boulimie d'avant, parce que c'est plus possible. Alors, j'ai pu comprendre qu'il fallait répondre très vite. Voilà. Non, ça c'est ma faute. Alors, non, mais c'est pas grave. Ça
Donc, en plus, ma réponse est assez identique. J'ai grandi dans une famille de lecteurs, mes parents sont professeurs de français. Donc, sauf que, pour le coup, ma crise d'adolescence, ça a été d'arrêter de lire. Et faire de la musique. Et de faire de la musique, voilà. Donc j'ai grandi plus à la limite avec la musique, avec les livres, mais j'ai grandi au milieu des livres, ce qui change quand même, ce qui reste une vraie chance, parce que quand j'ai fini ma crise d'adolescence, j'étais pas loin des livres, donc j'ai pu m'y remettre. Moi, il y a peut-être, j'ai fait des études d'histoire, et pendant toutes mes études d'histoire, je n'ai lu que des livres d'histoire, j'ai lu aucun roman pendant 5 ans. Et